Bonjour, je vais continuer la correction du DNS5 et cette fois-ci on va s'intéresser à la fibre optique à gradient d'indice. Donc ce qui la différencie de la fibre optique précédente à saut d'indice, c'est que l'indice varie continuellement du centre de la fibre à sa périphérie. Il y a toujours une gaine, mais cette fois-ci l'indice, on a la dépendance ici en fonction de Y. On retrouve le paramètre delta de tout à l'heure. Et donc c'est ça qu'on va étudier. Et on voit que le rayon, alors on voit en fait dès la figure que le rayon n'a pas du tout la même allure. Donc ce qu'on vous demande, c'est première question. Voilà, j'ai pris 2 secondes pour lire l'énoncé. Alors j'ai besoin du schéma de la page suivante. On va considérer un milieu stratifié comme ceci. C'est-à-dire en fait on zoome tout simplement sur la figure. L'angle phi, il faut bien le repérer. Les angles I sont plutôt ici. Et l'angle phi, il vaut pi sur 2 moins i. C'est important parce que finalement, ce qu'on va dire dans pas longtemps, c'est que le sinus i, c'est cosinus i. On écrit Snell-Descartes, allez, je note ce point A, je note ce point B. J'écris Snell-Descartes en A et en B, et ça donne ceci. Voilà, j'ai écrit la loi de Snell-Descartes en A. Il faut rédiger un petit peu. Vraiment, écrivez-le, ça. C'est dans une copie, c'est important. On précise le point, donc nj-1 sinus ij-1 égale n de j sinus ij. Et lorsque je l'écris en B, et ben ça donne la même chose, sauf qu'on incrémente les indices. Voilà, je l'ai écrit. Et ce que vous remarquez, c'est que cette grandeur, ici, et cette grandeur, c'est les mêmes. Donc finalement, de proche en proche, ce qu'on montre, c'est que n fois sinus i, c'est constant, finalement, puisque on pourrait démontrer par occurrence, on pourrait rédiger ça un petit peu. Donc on en déduit que nj sinus ij c'est égal à une constante. Où j, c'est un entier, qui donne l'indice de la strate. Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant d'un milieu stratifié à un milieu d'indice continu. En fait, il suffit de diminuer l'épaisseur de chaque strate pour arriver finalement à un milieu continu. On passe d'un milieu discret à un milieu continu, un peu comme les pixels de l'écran qui sont c'est discret. Quand on regarde vraiment de près, on les voit. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, on a l'impression que. On ne les voit plus les pixels, on a l'impression d'une image qui est continue. Donc, il suffit de le rédiger. Voilà, on a n sinus i qui est constant. Alors, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est. Alors, déjà, j'encadre ce résultat. Il me semble que ça fait partie des questions posées. Voilà, donc j'ai relu la question et je fais tout de suite, je réponds à la première partie. On a montré que n sinus i est constant. Cosinus phi, c'est sinus i, parce qu'on a une relation simple entre phi et i. Je vous remontre la figure. Elle est juste au-dessus. Vous voyez, phi et i, lorsque je les somme, ça fait pi sur 2. On le voit sur la figure ici. Et on a les formules classiques, cosinus de pi sur 2 moins i, c'est sinus i, et on arrive à ce résultat. Donc là, je vais encadrer ce premier résultat. Voilà, donc deuxième partie, c'est que vaut la constante. Et en fait, il suffit simplement de se placer au tout début de la fibre. L'angle i, l'angle phi, il est là. Il faut imaginer au tout début en haut. Voilà, l'angle phi il est là, et je vais écrire Snell-Descartes au point haut, qui est ici. Et donc ça donne ceci.
Donc ça donne ceci, n de l'air, sinus θ, ça fait l'indice du cœur en y égale 0. Donc là, il faut récupérer la valeur. Lorsque je prends y égale 0, c'est nc. Donc ça, c'est important, hein, de le remarquer. Hein. Indice en y égale à 0 fois sinus de l'angle phi au point haut. Ce qui fait que je l'ai ma constante, puisque finalement ça vaut nc cosinus phi en 0. Et donc j'ai juste à l'écrire et puis ça répond à la question. Voilà, donc je commence à l'écrire. Donc c'est n cosinus phi, c'est une constante, donc c'est vrai aussi au point haut. Donc ça fait nc cosinus phi au point haut. Donc j'évalue cette constante à l'origine. Hein. Donc je continue l'écriture, c'est nc cosinus, et ben je remplace. Hein, ça c'est arc sinus de n de l'indice de l'air fois sinus θ divisé par l'indice au centre de la fibre. Et là, si on regarde bien l'énoncé, on vous dit que ce truc-là, c'est égal à θ0. Donc ça, heureusement, parce que ça commence à faire les arcs sinus de sinus, c'est quand même pas terrible au niveau de l'écriture. Donc finalement, on a le résultat n cosinus phi, c'est égal à nc sinus θ0, où θ0 est donné par l'énoncé. Donc on encadre le résultat. Donc là, normalement, je réponds entièrement à la question. Donc je vais continuer la résolution. Il y a une question qu'il ne faut pas oublier, c'est celle-ci. On relie d de y sous d de x. Donc c'est la pente et elle est reliée à l'angle phi. Et on doit arriver à cette relation-là, hein, qui est ici. Donc allez, je le fais sur une page suivante. Pour répondre à cette question, j'ai besoin d'un schéma. Et on va voir que c'est assez rapide. Bon, je commence par dessiner un repère, yx. J'ai un rayon lumineux qui se déplace dans la fibre, une petite flèche. Et je vais considérer un point M quelque part, ici, où mon rayon lumineux arrive. Et ce rayon, il y a une tangente à la courbe qui donne, voilà, ça donne ceci. Ça, c'est la tangente en M. On peut placer l'angle phi. L'angle phi, il est ici. Et évidemment, ce qu'on a comme relation, c'est que tangente phi, en fait, donc c'est aussi la pente de la droite. Un tangente phi, c'est, je vous rappelle, hein, c'est ce côté opposé sur le côté adjacent. Donc c'est la pente de la droite. Hein, c'est un taux d'accroissement. Et pour une droite, c'est sa pente. Et ben, la pente, c'est aussi d de y sur d de x. Je rappelle le résultat qu'on a obtenu juste avant. Hein. Donc c'est n cosinus phi, c'est égal à n0 cosinus θ0. Alors j'avais fait une erreur, j'avais mis sinus θ0, donc je l'ai corrigé. Hein. Une petite erreur d'étourderie. Et là j'utilise un résultat qui est... Bon, peut-être que vous ne connaissez pas, mais en fait ça se démontre très facilement, c'est celui-là.
c'est 1 sur cos carré phi, c'est 1 sur tangente carré phi, plus 1. Alors il y a différentes façons de faire cette question, mais franchement, si vous utilisez ça, c'est vraiment très rapide. Alors ça vient d'où cette relation? Ben, c'est simplement une réécriture d'une relation que vous connaissez bien, c'est celle-là. Sinus carré phi plus cos carré phi, ça vaut 1. Et si je divise toute cette relation par 1 sur cos carré phi, ça donne quoi? Ça donne sinus de phi sur cosinus de phi, le tout au carré, plus 1 égale 1 sur cos carré phi. Voilà, en fait, c'est juste une réécriture de cette équation. Et en fait, bah là, c'est facile, puisqu'il suffit de le tangent de phi, de le réinjecter là-dedans, le cos phi là-dedans, et puis on a directement le résultat. Enfin, ou quasiment. Donc ça donne, on a ceci. Alors 1 sur cos phi, ça donne n sur n0 cosinus θ 0. Alors c'est pas n0, c'est nc. Non, décidément, j'ai notation, ça va pas. Donc ça c'est nc au carré. C'est égal à d2y sur d2x au carré plus 1. Et en fait, moi, ça donne le résultat qui est demandé. Donc d2y sur d2x au carré, c'est n sur n0 nc cosinus θ 0, là par contre c'est θ 0, au carré moins 1. On vérifie que je réponds bien. Très bien, c'est exactement ce qu'il fallait trouver. On encadre le résultat. Donc normalement j'ai répondu à l'ensemble de la question. Je vérifie quand même. J'ai obtenu cette équation là. Donc normalement je peux continuer. Alors c'était pas demandé d'établir cette équation, je vais le faire. Mais donc comme ce n'est pas demandé, le jour du concours, il faut surtout pas le faire. Parce que là, vous allez perdre du temps pour un truc qui n'est pas demandé, et l'examinateur, il ne vous mettra pas de points. Hein, c'est pas demandé, donc vous ne répondez pas aux questions qu'on vous pose pas, ça sert à rien. Moi, je le fais pour information, hein, si vous êtes curieux de savoir d'où vient cette formule. En plus, c'est assez rapide, mais donc voilà, je le fais quand même. Mais je précise, c'est non demandé. Voilà, comme ça, c'est clair. Je reprends le résultat de tout à l'heure. Donc, on avait d2y sur d2x au carré. C'est égal à n sur nc cos θ. Voilà, j'ai recopié le résultat. Et là, je vais utiliser cette relation-là, qui est ici. Donc, ça donne n sur nc. Donc, c'est 1 moins 2 delta y sur rc au carré, c'est bien ça, sur cosinus de θ 0. Donc j'ai bien remplacé n sur nc au carré par tout ce qui est là. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Oui, c'est bon. Et là maintenant, je dérive par rapport à x. Donc ça donne quoi pour ce terme? Donc c'est une dérivée composée. Donc je vais commencer par dériver le carré. Ça donne ceci. Et ensuite, je dérive ce qu'il y a dans le carré. Donc je dérive une deuxième fois en fait y. Donc je l'ai mon terme de dérivée seconde. Regardons ce que ça donne de l'autre côté. Donc c'est ici qu'il faut regarder. 1 sur cosinus θ 0 est constant, donc ça disparaît. Ensuite je me retrouve avec un terme multiplicatif, donc moins 2 delta sur, et j'ai oublié le carré ici, sur rc carré cosinus carré de θ 0, et je me retrouve à dériver du y carré par rapport à x, donc ça fait 2y
fois d2y sur d2x. C'est aussi une dérivée composée, hein, puisque y dépend de x. Et là, je constate une simplification, et on a le résultat suivant. Alors j'ai un problème d'un facteur 2. Non, il n'y a pas de problème d'un facteur 2, j'ai simplement mal regardé, puisque il y a un 2 qui se simplifie. Et donc on a en fait on a l'équation différentielle d de y sur d de x carré. d de x carré, c'est égal à moins 2 delta. Voilà, j'ai fini de le recopier. Et effectivement, ça marche. Je répète que ceci était non demandé. Donc si vous faites ça le jour du concours, très bien, mais ça vous rapportera 0 points. Vous aurez une satisfaction intellectuelle, c'est que vous savez d'où vient la formule. Mais franchement, c'est pas le jour du concours, surtout faites pas ça. J'espère que j'ai assez insisté. Donc moi on reprend normalement la résolution. On admet ceci et on va résoudre l'équation. Et quand vous la regardez, vous reconnaissez l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc on reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Donc ça donne, je vérifie juste, oui, tout va bien. Sauf que la variable, c'est pas t, mais c'est x. La variable est x. Donc je l'aurais écrit, donc ça fait 2, je l'écrirai comme ça. C'est y seconde. Donc là, non, puisque quand on fait ça, on réserve ces notations aux dérivés par rapport au temps. Donc ça fait 2 delta sur RC carré cos carré θ 0, y égale à 0. Et ce terme-là, c'est... alors, je vais pas poser oméga 0 carré parce que là, c'est pas un temps, mais c'est tout comme. En fait, je vais prendre la racine de ce truc-là. Et la solution, je l'écris directement. La solution sans second membre, qui est égale à la solution générale, puisqu'il n'y a pas de second membre. Ça donne y de x. C'est a, une constante cosinus, la racine de ça fois x, plus sinus, racine de ça fois x. Voilà, j'ai écrit la solution. Et les constantes a et b, qui sont là, dépendent des conditions initiales. Donc les conditions initiales, en fait, c'est la valeur de y ainsi que la pente en 0. Donc constantes qui dépendent des conditions initiales. Bon, on peut le faire dans la foulée. Je mets bien ça en évidence parce que c'est cette façon de résoudre les équations différentielles, c'est comme c'est toujours la même. C'est bien de le mettre en évidence. Je fais justement les conditions initiales. Alors ça donne quoi? Y en 0, ça fait 0. Hein, quand vous regardez, le rayon, il part bien du point haut. Hein, donc c'est le rayon rentre en haut dans la fibre. Et ce qu'on a également comme information, c'est que d de y sur d de x en 0, en fait je réutilise le résultat, c'est tangente de phi en 0, et sauf erreur, c'est θ 0. On l'avait utilisé un petit peu avant. Ce qui fait que je peux trouver A et B. Alors, du coup, j'ai besoin d'une nouvelle page. Ce qu'on va trouver, c'est que nécessairement grand A est nul, hein, si je veux respecter la première condition. Et ensuite, je dérive Y et je vais trouver B.
Donc la première condition initiale, y de 0, ça fait 0, mais ça vaut aussi a fois 1 plus b fois 0. Hein, le sinus de 0, ça fait 0. Donc j'en déduis que a est nul. Donc c'est un premier résultat. Ensuite, je calcule la dérivée de y par rapport à x. Bon, comme a est nul, finalement, je vais tout de suite simplifier. Voilà, j'ai fini l'écriture de la dérivée. Et quand j'évalue en 0, ben ça fait b racine de 2 delta sur RC cosinus de θ 0. Cosinus de 0, ben ça fait 1. Et ça fait tangente de θ 0. Donc là, normalement, ça va simplifier parce que je vous rappelle que tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc là, entre là et là, il y a un cosinus qui s'en va. Et donc finalement, j'ai l'expression de b. Voilà, j'ai cette expression pour b, d'où la conclusion. Y de x, c'est égal à b, donc c'est ceci. RC sinus θ 0 sur racine de 2 delta sinus racine de 2 delta sur RC cosinus θ 0 fois x. Voilà, on encadre le résultat. Bon, on voit que ça donne des expressions où il commence à y avoir un petit peu des termes partout, hein. Mais on arrive à faire des calculs. Donc je reprends la suite. Je vérifie quand même que j'ai répondu à la question. Donc, alors j'ai répondu à la première partie de la question et il me manque la deuxième partie, c'est-à-dire montrer que ça s'annule régulièrement, donc ça c'est assez facile. En fait, ce qu'on vous demande, c'est la demi-période. On a bien vu que c'était une fonction sinusoïdale. Donc, on va simplement, ça c'est très facile. Ce truc-là s'annule chaque fois que c'est un nombre entier de fois pi. On peut le rédiger comme ça. Et donc on voit que la plus petite différence, j'ai oublié le x là, la plus petite différence entre deux valeurs consécutives de x, donc petit d, ça vaut pi. Voilà, on obtient ceci, et donc finalement, ben, on a l'expression de d, hein, il y a juste à l'isoler. Donc petit d, ça vaut pi fois rc cosinus θ 0 sur racine de 2 delta. Et on encadre le résultat. Voilà, donc normalement j'ai répondu à l'ensemble de la question. On peut passer à la question suivante. Alors là, ici, vous avez une question subsidiaire qui n'était pas dans l'énoncé, à la limite heureusement, parce que vous allez voir que c'est un petit peu calculatoire. On calcule le temps que met un rayon pour sortir de la fibre, pour parcourir une fibre de longueur L en fonction de l'angle initial θ 0. Donc bah, vous allez voir que c'est quand même un petit peu calculatoire. C'est pour ça que c'était pas demandé en fait dans l'énoncé le jour du concours. Et je vais commencer par justifier cette formule-là. Voilà, donc je vais commencer par m'occuper de cette formule-là. Vous la justifiez. Alors pour ça, j'ai besoin d'un repère. Et je vais considérer une courbe comme ça. En fait, c'est mon rayon lumineux. Et je vais regarder deux points d'abscisse proches. Donc je prends ce point-là, d'abscisse x. Et je prends un point un petit peu plus loin, d'abscisse x plus d de x. Et bien sûr, d de x, il est tout petit. Alors, entre là et là, j'ai d de x.
Et la portion, donc ici j'ai d2x. Et au niveau de la hauteur, j'ai la pente. Finalement, quand vous regardez juste cette, cette partie-là, finalement, si d2x est suffisamment petit, je vais pouvoir confondre la, le, cette droite-là, la corde là, avec la courbe. On se doute bien que quand on zoome, c'est de plus en plus plat. Donc finalement, la hauteur qui est là, ce n'est rien d'autre que la pente fois d2x. Mais la pente, c'est quoi? C'est d2y. C'est la dérivée en fait. C'est d2y sur d2x fois d2x. Donc et ça, ce n'est vrai que si d2x tend vers 0. À la limite, ouais, on est dans le cas limite. Et c'est ce qu'on fait après. C'est que quand on fait l'intégrale, on prend d2x qui tend vers 0. J'applique Pythagore, ce qui fait que allez, j'appelle A et B, la longueur AB, d'après le théorème de Pythagore. Ça donne racine de d2x au carré plus la pente fois d2x au carré. Et on peut mettre le d2x en facteur, on voit que le d2x apparaît, je le sors de la racine, ça donne ça. d2y sur d2x au carré. Je peux en déduire le temps, cette fois-ci je me souviens que c'est un rayon lumineux, donc je mets une petite flèche. Le temps que va mettre le rayon pour passer de A à B, donc on va l'appeler d2t AB, ou non on va l'appeler d2t tout simplement, ça va être plus simple, d2t égale, c'est AB divisé par la vitesse du rayon, donc c'est C sur l'indice. Alors ici, du coup, dans la formule, oui, dans la formule qui est donnée, pardon, je reviens un petit peu en arrière, c'était juste au-dessus. Dans la formule qui est là, en fait, c'est pas NC, mais c'est N. En fait, c'est l'indice N. Donc au niveau des notations, il y a une petite erreur. Je remplace, ça donne N d2x racine de 1 plus, enfin je recopie ce terme-là, sur C. Voilà, ça donne ceci. Et pour avoir le temps total, donc je l'appelais T', il me semble, et ben on fait l'intégrale pour x qui varie de 0 jusqu'à L de ce truc-là, d2x sur C racine de ceci, enfin de y sur d2x au carré. On vérifie que ça donne bien la même chose. Ouais, c'est ça. Donc j'ai ce résultat. Donc évidemment, ce résultat a été donné par l'énoncé, puisque c'est le genre de raisonnement, vous n'êtes pas trop habitué à faire ça, même si je pense que c'est très compréhensible. Voilà, c'était quand même donné dans l'énoncé, sinon on n'y arrive pas. Et bien maintenant, on va faire le calcul. On va calculer cette intégrale. Et on connaît justement y en fonction de x, on connaît l'indice en fonction de x, et on va faire le calcul complet. Alors, on va commencer le calcul. Donc, bon, je vous préviens, ça va être un petit peu calculatoire. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc je remplace, donc t', ça vaut, c'est l'intégrale de 0 à L. Je remplace par l'indice, donc ça fait n. Lorsque je remplace par l'indice, ça donne ceci. NC, c'est l'indice dans le cœur de la fibre.
et ça fait racine, où il y a deux termes dedans. 1 moins 2 delta sur RC carré. Et là, je mets Y au carré, c'est sous la forme une amplitude sinus πx sur d. Donc, je vais préciser un peu les notations. Vu que le calcul il est assez lourd, il y a intérêt à poser des petits paramètres, ici l'amplitude, ici petit d qui est fixé dans l'énoncé, parce que sinon l'expression devient un peu pénible à écrire. Ensuite, j'ai la dérivée, donc c'est pi grand A au carré sur petit d, tout ça au carré. Le sinus est devenu un cosinus quand on dérive. X sur d. Donc je pose bien le début du calcul. Et ça, c'est fois d de x. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ouais, c'est bon. Alors, l'expression de A, donc c'est l'amplitude, on l'a ici, c'est RC sinus θ 0. Donc c'est RC sinus de θ 0 sur racine de delta. Et on a petit d qui vaut, là aussi on revient pi RC cos θ 0 sur racine de 2 delta. Cosinus θ 0 sur racine de 2 delta. Donc j'ai besoin de ça, à la fois j'ai besoin de grand A, de grand petit d, parce que ça simplifie les expressions, mais il faut quand même que j'ai leur expression, parce que je vais me rendre compte que ce terme-là, en fait, il a une expression simple, ainsi que celui-là. Et j'ai utilisé, hein, voilà, là je pose bien le début du calcul, et bon, pour la suite du calcul, je vais aller un petit peu plus vite. J'ai utilisé le fait que l'indice en fonction de y au carré, c'est nc carré, donc c'est des données dans l'énoncé, 1 moins 2 delta y carré sur rc au carré. J'ai remplacé y par a sinus pi x sur d. Voilà, donc là on va démarrer le calcul. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que si je regarde ce terme-là, vous allez vous rendre compte que ça vaut, sauf erreur, sinus θ 0, le tout au carré. En effet, le RC, je le mets en dessous, le racine de 2 delta, je le mets au-dessus. Quand je mets au carré, ça fait sinus carré, donc ça tant mieux, parce que ça simplifie un petit peu. Et ce terme-là, le suivant, ça vaut, sauf erreur, tangente carré θ 0. Et ici, il ne faut pas oublier le carré. Alors, effectivement, grand A sur grand D, il y a tout qui se simplifie. Il reste juste sinus θ 0 au numérateur et cosinus θ 0 au dénominateur. On n'oublie pas le carré, donc du coup j'ai une expression qui est un petit peu plus simple pour T'. Voilà, je l'ai recopié. Et là, je vais utiliser le fait que... donc là, il faut avoir le coup d'œil quand même pour mener un calcul comme ça. Alors certainement qu'il y a moyen de mener ça plus astucieusement. Bon, je le mène comme ça. Si vous avez une meilleure solution, ben tant mieux. Hein. Le cos carré, c'est 1 moins sinus carré. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai fait le calcul. Donc là, j'ai utilisé le fait que cos carré, c'est 1 moins sinus carré. Ensuite, je reconnais ici, allez, je le mets en vert, 1 plus tangente carré, bah, c'est 1 sur cos carré. Donc, et comme sinus carré,
enfin tangente carré de θ0, ce truc là c'est sinus carré de θ0 sur cosinus carré de θ0. En fait, je peux mettre 1 sur cos carré θ0 en facteur, et quand je le sors de la racine, ça fait 1 sur cosinus θ0. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai recopié l'expression, et là vous remarquez que ces deux termes sont identiques, donc tant mieux, parce que la racine du carré, ben, ça fait le terme, et là, heureusement, parce que là ça simplifie. Pour de bon. Évidemment, quand vous faites un calcul comme ça, il faut y croire un petit peu, hein, parce que c'est pas du tout évident que ça s'arrange. Hein. Bon, ouais, il se trouve qu'ici ça s'arrange. Voilà, j'ai remanié un petit peu l'équation. Ce que j'ai fait, c'est que le terme constant, je l'ai sorti de l'intégrale, comme ça, du coup, il ne me dérange plus. Et j'ai séparé en deux l'intégrale. Il y a une partie qui est vraiment évidente, c'est celle-là. Et une autre partie, en fait, je vais écourter un petit peu le calcul. Regardez ce terme-là. Le sinus carré, en moyenne, ça vaut un demi. Donc quand j'intègre sur une grande longueur, ça vaudra environ grand L sur 2. Alors ce qui peut se passer, pourquoi ça ne vaut pas exactement grand L sur 2, c'est parce que en fait ça ne vaut grand L sur 2 que si on tombe sur une demi-période exacte. Hein, quand grand L est égal à une demi-période fois un entier, est un multiple de demi-période, ça tombe juste sur grand L sur 2. Si je suis entre deux demi-périodes, ce qui se passe, c'est qu'il y a un terme qui vient jouer un peu les troubles faits. C'est un peu comme si voilà, vos notes pendant l'année varient en sinus carré. Voilà, bon, je pense que vous allez comprendre. Ce qui va se passer, c'est que si vos notes varient en sinus carré, en gros, votre moyenne sur l'année, ce sera 1,5. Alors ce qui va se passer, c'est que ça dépend à quelle fréquence elles oscillent. Si vous tombez pile poil sur une demi-période, vous allez exactement avoir une moyenne de 1,5. Si vous avez de la chance, et ben, quand vous allez finir l'année, le sinus carré il sera égal à 1. Et donc vous allez bénéficier de quelques bonnes notes en fin d'année. Hein, alors que celui qui n'a pas de chance, qui a une période différente, il va peut-être finir l'année avec un sinus carré qui sera plutôt proche de 0, et donc lui il va finir l'année avec un excédent de mauvaises notes, donc il sera un petit peu en dessous de 1,5. Mais on voit bien que si ça aussi rapidement, on voit bien que sur l'année ce sera négligeable. Hein. Si par exemple vous avez fait je sais pas 20 cycles comme ça, en passant de 0 à 1, finalement c'est pas les 2-3 dernières notes qui vont bouleverser votre moyenne. Bon, tout ça pour dire que ça vaut à peu près L sur 2. Bon, j'ai quand même détaillé le calcul, si vous n'êtes pas convaincu. En fait, le terme qui devient négligeable, il est là. Ce qui se passe, c'est que quand L devient grand, enfin L peut devenir très très grand, puisque si je prends une fibre qui fait 100 km par exemple, et ben, c'est évident que ce terme-là, il ne va jamais dépasser, vu que le sinus il varie entre moins 1 et 1, il ne dépassera jamais D sur 4pi, c'est d'une constante, alors que L il peut devenir très très grand. Donc du coup ça justifie ce calcul-là. Et donc finalement on a T' qui vaut, là je remplace ceci par L sur 2. Et là bien sûr je ne l'ai pas précisé, mais c'est intégral, ça vaut L. Alors je me suis rendu compte que ici j'avais écrit L alors que c'est C. Bon, j'ai fait... Quand il y a un calcul comme ça, en fait, je me concentre sur les parties un peu délicates. Et parfois, je fais des grosses erreurs. Donc ici, c'est également C. Je vais vérifier qu'il n'y a pas... non, c'est bon. Donc je reprends le calcul après avoir corrigé cette petite erreur. Donc CC sur cosinus θ0. On a L moins sinus carré θ0 L sur 2.
Et bien sûr, sinus carré θ0, c'est 1 moins cosinus θ0. En fait, on peut encore le remanier un petit peu, cette expression. Donc ça fait t' égale. Donc ça donne ceci. Et finalement, on a enfin le résultat. C'est t'. Ça vaut NC L sur 2C. Ouvrez la parenthèse. 1 sur... pardon, c'est cosinus θ0 moins 1 sur cosinus θ0. Donc finalement, c'est assez miraculeux finalement que ça donne une expression qui est relativement simple, alors que les calculs qui mènent à ce résultat ne le sont pas particulièrement. J'encadre le résultat. Je vais vérifier que j'ai bien répondu à la question. Il y a un signe plus là qui m'embête. Bah oui, forcément L moins L sur 2, c'est quand même dommage de faire une erreur. Voilà, juste à la fin. Donc j'ai mon résultat, donc tout va bien. Et on vous demande, alors on vous donne une approximation, heureusement qu'on vous la donne. Et on va pouvoir en déduire l'écartement temporel, hein, l'élargissement temporel d'une impulsion à travers la fibre. Donc on va utiliser cette fois-ci ce résultat-là, qui est là, cette approximation. Donc on continue le calcul. Voilà, donc on repart du résultat. Et d'après l'énoncé, ça vaut NC sur L sur 2C. Et je remplace par son expression approchée, c'est θ0 carré sur, alors je ne l'ai plus en tête, sur 4. Et c'est pas θ0 carré, c'est θ0 puissance 4, sauf erreur. C'est bien ça. Donc, delta t', ben, ça va donner quoi? Ça va donner la différence entre le rayon le plus rapide et le rayon le plus rapide, c'est pour θ0 égale 0. Donc ça fait NC L sur 2C fois 2. Hein, ça c'est le rayon le plus rapide pour θ0 égale 0. Et ici, je vais mettre le terme pour le rayon qui fait un angle θ0 au départ. Donc ça fait NCL sur 2C 2 moins θ0 puissance 4 sur 4. Et ça, c'est pour le rayon le plus long. Plutôt le rayon qui démarre avec un angle de θ0. Voilà, on a ceci, et évidemment, regardez bien, et ce terme-là, là, il se simplifie. Et donc il me reste ce qui est annoncé, hein, c'est delta t', il me reste NCL sur 8C θ0 puissance 4. On encadre le résultat, on vérifie que on a bien trouvé le résultat annoncé. Donc on voit tout de suite que si θ0 est petit, ben θ0 puissance 4 il est vraiment très très petit. Donc j'ai vérifié, effectivement on trouve le bon résultat. Et ce qu'on vous demande de vérifier, de commenter, pardon, c'est la courbe qui est donnée ici. Alors je vais faire un truc qui est non demandé. Plutôt je vais vous donner le résultat. On pourrait également donner une expression approchée de delta t pour la fibre à gradient d'indice, à son indice, pardon. Et ça donne ceci. Delta t, ça vaut... voilà, on a cette approximation hein, qui se déduit à partir de cette formule. Donc c'est un petit peu la même démarche.
Alors ce qu'on voit, c'est que pour la fibre à gradient à saut d'indice, voilà, j'ai recopié les résultats, en particulier j'ai recopié celui-là. Et donc ce qu'on voit sur le graphe ici, c'est que l'écart temporel, et on s'en doute avec les puissances, un θ0 c'est de l'ordre de 0,1, hein. Donc quand je mets puissance au carré, ça fait 1 centième, quand je mets puissance 4, ça fait 1/1000e. Donc c'est beaucoup plus petit, hein. Ici, il y a 2 ordres de grandeur, hein, c'est en échelle log ici. Ce qui fait que la fibre à gradient d'indice va provoquer la fibre à saut d'indice a un élargissement temporel beaucoup plus important, au moins 100 fois plus important que la fibre à gradient d'indice. Ça veut dire qu'à caractéristique égale, en gros, la fibre à gradient d'indice, on peut la prendre 100 fois plus longue. Donc ça, c'est évidemment intéressant, hein. Un facteur 100, c'est absolument c'est énorme. Donc, donc voici pour le commentaire du résultat. Donc on peut, il y a juste à rédiger ce que je viens de dire. Voilà, j'encadre les résultats. Donc j'ai enfin répondu à cette question subsidiaire. Donc bon, évidemment, elle n'était pas posée le jour du concours. C'est trop calculatoire. Donc on donne une petite définition dans l'énoncé à la question suivante. L'ouverture numérique, c'est la quantité sinus θL, où θL c'est l'angle limite défini à la question 17. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est se souvenir du résultat qu'on avait trouvé pour la fibre à gradient à saut d'indice. Donc on revient en arrière. Alors on avait trouvé sinus de θL, c'était racine de nc carré moins ng carré. Alors ce serait bien de l'exprimer en fonction de delta. Donc là il faut revenir à la définition de delta. Alors donc là je suis revenu en arrière dans l'énoncé, donc je me souviens de ça. Et quand on remplace, ça fait, sauf erreur, si je mets nc en facteur, ça donne ceci. Donc j'ai nc, j'ai racine de 1 moins, donc c'est racine de 2 delta. Voilà, donc ça me donne le θL. Et puis pour la fibre à saut d'indice, eh ben, on va se placer dans le cas suivant. Alors pour la fibre à gradient d'indice, ce qu'il faut faire, c'est se placer dans le cas limite. Donc vous avez, voilà, je représente rapidement la fibre. Vous avez une gaine, comme pour la fibre à saut d'indice. Et on prend un rayon qui rentre dans la fibre. Donc un rayon comme ceci. Et ce rayon, quand il va se déplacer, il va effectuer des oscillations. Et le cas limite, c'est là. C'est lorsque le rayon il est rasant. Donc c'est lorsque l'amplitude vaut exactement RC. Et donc on va pouvoir en déduire le θ limite. Alors là aussi je suis revenu en arrière dans l'énoncé. Et donc on avait RC sinus θ0 sur racine de 2 delta sinus de πx sur d, où d c'est la distance entre deux endroits où le rayon passe par le centre de la fibre. Et lorsque ceci vaut RC, hein, donc on est dans ce cas-là, hein, eh bien on a le rayon qui a l'angle θ0 le plus grand possible. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Donc je pars de là, je dis que ça vaut RC, hein, donc ça correspond en fait à cette longueur là, hein, par rapport à l'axe de la fibre hein, qui est là. Et quand je l'écris, donc ça donne ceci, et donc sinus θ0 ça vaut racine de 2 delta.
Donc si vous voulez réussir une question comme ça, il faut déjà, il ne faut pas avoir fait d'erreur avant. Et puis il faut aller chercher les formules, plein de formules en fait qu'on a déjà obtenues précédemment. Et θ0, ben, il faut se souvenir que c'était lié à θL. Donc θ0, si on le représente sur le schéma θ0, c'est là. Et θL, en fait, c'est l'angle qui est là, qui m'intéresse en fait. Il est là, θL. Alors ça donne ceci. Voilà, on a ceci. Sinus de θ0, c'est aussi égal à sinus de θL fois l'indice de l'air que je vais prendre égal à 1 sur NC. L'indice au centre de la fibre. Et finalement, j'arrive au résultat suivant. C'est sinus θL pour la fibre avec gradient d'indice. En fait, ça donne la même expression que pour la fibre sous l'indice. Voilà, on a ce résultat-là. Et donc, on voit l'intérêt de ce paramètre delta finalement, puisque que la fibre soit à gradient d'indice ou à son indice, et ben, la formule qui donne l'angle d'acceptance, c'est la même. Et ça, c'est évidemment c'est important parce que si vous manipulez des fibres optiques, si à chaque fois les formules sont différentes suivant que le type de fibre, ben vous vous en sortez pas quoi. Vous passez un temps fou finalement à manipuler des formules différentes suivant le type de fibre et c'est un petit peu on va dire usant. Là, c'est la même formule. Donc finalement, ça répond. Est-ce que je réponds à la question existe-t-il une différence d'ouverture numérique? Ben non. La réponse est non. Euh, Quel est l'intérêt de cette caractéristique de la fibre optique? Je viens de répondre. Ça permet de, en fait, ça vous renseigne sur l'angle d'acceptance, enfin l'ouverture numérique de votre fibre. Bon, je suis un petit peu limité par la place, donc bon, je l'ai mis ici. Donc la donnée de delta permet de calculer l'ouverture numérique, quel que soit le type de fibre. On continue l'énoncé. Alors vous remarquez que la formule qu'on vient de démontrer euh, donc j'ai fait l'application numérique pour delta t' et je trouve 2,4 fois 10-9 secondes. Pour mémoire, on avait trouvé précédemment 5 fois 10-7 pour la fibre à sous d'indice. Donc on voit que on a un résultat qui est quand même bien meilleur puisqu'on a un facteur 200. Donc c'est très très important comme gain. Et la fibre, il y avait une question, on avait une fibre qui faisait 200 mètres. Et ben on passe à, si je fais fois 200, ça fait 20 000, ça fait 40 km. Voilà, 40 km, on peut commencer à faire on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, 40 km pour le même résultat. Et plus petit dans une fibre à gradient d'indice. Donc pourquoi dans une fibre à gradient d'indice ça marche aussi bien, c'est que le rayon qui s'éloigne du bord, il va plus vite, mais il fait un chemin plus long que le rayon qui reste au centre, qui va moins vite, mais fait un chemin moins long. Donc finalement, l'un dans l'autre, ils arrivent à peu près en même temps. Finalement, le rayon le plus rapide, il n'est pas si rapide que ça, finalement. Donc il n'y a plus qu'à le rédiger. Voilà, donc j'ai rédigé la réponse. Bon, j'ai fait un petit dessin. Là, c'est une tortue et là, c'est un lapin. Et le lapin, il va plus vite, mais il a plus de trajet à parcourir. La tortue, elle va être plus lente, mais moins de trajet. Et ils arrivent en même temps. Voilà, donc on revisite une histoire bien connue.
À quelles conditions sur les rayons de la fibre le modèle est valable? En fait, faut pouvoir faire de l'optique géométrique. Donc il faut que les dimensions de la fibre, en particulier son rayon, soient très grandes devant la longueur d'onde. Donc en particulier, si on veut étudier le cas de fibres qui ont vraiment un RC tout petit, donc un RC petit, c'est par exemple, on est de l'ordre de 10 microns. Donc c'est des fibres qui sont vraiment très, très fines. Et dans ce cas, les calculs qu'on a fait, en fait, il faut un modèle, il faut faire des calculs d'électromagnétisme, tenir compte de l'aspect de la diffraction en fait. Et on peut résoudre en utilisant les équations de Maxwell en fait. On peut traiter le problème. Et en particulier, on peut constater que si on prend une fibre à sous d'indice qui a un RC très petit, on peut aussi régler le problème de l'élargissement temporel. Mais évidemment, là, on ne va pas le faire ici. Donc voilà pour cette question. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo et je continuerai dans une troisième vidéo où on va s'intéresser à l'absorption dans la fibre. A bientôt.